So which one do you like, this one or this one? I think I'm gonna go for the yellow one. Check it out. So ladies and gentlemen, welcome to City of Confidence TV, and we have a very special guest today with Adriana Archambault. Merci beaucoup Adriana d'être là. Merci Je suis Clara. super excitée. Donc, comment tu te sens aujourd'hui? Mais écoute, ça va, un peu Oui. nerveuse parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment, comme pour chaque entrepreneur. Bien sûr. Mais ça va. Super. Et quoi de neuf? Quoi de neuf? Un grand voyage. Grand voyage? Oui, après avoir passé 7 ans ici au Japon, je pars la semaine prochaine pour la Chine. Mon Dieu, Voilà. Pour la Chine. Mais tu as Donc, c'est beaucoup un grand voyagé saut. dans ta vie? Absolument. Alors, je suis colombienne D'accord. d'origine. J'ai vécu en France. Oui. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai vécu à Taïwan. Oui. J'ai vécu à Hong Kong. Oui. Et au Japon depuis 7 ans. Waouh. Et donc, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, par exemple, de ce que tu fais dans ta vie? Alors, mon nom est Adriana Archambault, je suis entrepreneur. J'ai monté ma marque ici au Japon, ça fait donc 7 ans que je suis ici. Elle s'appelle Aluna. C'est une marque que j'ai montée en 2018 et je travaille avec des communautés Wayuu du nord de la Colombie. C'était pour moi un moyen en fait de me rapprocher aussi de mon pays. C'est une communauté qui a une façon de travailler le tissage un peu particulière et je voulais faire découvrir ça au Japon. La partie importante aussi de cette marque, c'est que je travaille avec les communautés Wayuu, mais également avec un designer français. Donc le designer twiste les designs qui sont faits et ces designs pour créer quelque chose qui est beaucoup plus proche en fait de nos clients. Et avec la technique des Wayuu, on twiste tout ça, on fait les sacs, ils sont faits en Colombie et ils reviennent ici au Japon pour être vendus ici dans les grands magasins japonais. Donc, en fait, le Japon a été le premier pays où tu as Oui. lancé ta marque. Oui, Wow. c'est une marque japonaise. C'est une marque japonaise. Finalement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ta propre marque? Alors, je pense que ça a été un cheminement d'une manière un peu empirique. C'est pas quelque chose qui a été prémédité vraiment. Donc moi je suis colombienne, Oui. j'ai beaucoup travaillé dans le luxe, et j'ai beaucoup voyagé en Asie, j'ai beaucoup travaillé en fait dans les pays asiatiques, et en particulier ici au Japon, j'accompagnais des marques françaises que je présentais au grand magasin japonais. D'accord. Et je pense que mon regard a un peu changé Oui, vis-à-vis des produits, parce qu'ici au Japon on regarde les choses différemment. bien sûr. Et un été, en allant en Colombie, j'y allais pour une raison bien particulière et je cherchais un projet, quelque chose, et j'ai redécouvert finalement l'artisanat de mon pays. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire, et c'est parti d'une idée un petit peu folle Ouais. de travailler avec des tribus qui habitent complètement dans des zones complètement reculées, que j'ai démarré ce projet. Mais pourquoi avec ces tribus tu as voulu faire ce chemin? So Alors, why with these people you wanted to, they do very, very careful designs? alors, j'ai beaucoup travaillé dans l'accessoire. J'ai travaillé chez Lancel, j'ai travaillé chez Fendi, donc l'accessoire, c'est vraiment quelque chose qui est dans ma profession, quelque chose qui est très proche de moi. Ces sacs-là, ce qu'on appelle las mochilas colombiennes, Mochilas, ok. ce sont des produits en That's the fait name que of the nous, bag. on porte tout le temps. Depuis qu'on est tout petit en Oui. Colombie, que l'on soit homme ou femme, D'accord. on porte toujours des mochilas. Donc c'est unisexe. Oui. D'accord. Les hommes comme les femmes portent des mochilas, et pour moi c'était une façon finalement de revenir en fait à la source de qui je suis, qui est la Colombie avec Bien ses sûr. mochilas. Ce que je sais faire, qui est finalement l'accessoire, et ce travail du luxe et de belles choses. We can see different styles of people wearing mochila in Colombia. Et finalement aussi faire un lien avec le Japon, qui le Japon vraiment apprécie ce type de belles choses, et faire quelque chose de bien. Parce que je considérais que c'était important aussi de travailler pour les autres, et d'avoir un métier qui ait du sens. Bien Et sûr. pour moi, ça avait du sens que de ramener finalement de ces peuples qui sont des peuples vraiment oubliés, et de ramener la beauté de ce qu'ils font dans un pays qui peut apprécier finalement ce qu'ils font. Et pourquoi tu as voulu le démarrer au Japon? Je pense qu'il n'y a pas... je pense que dans une aventure entrepreneuriale, tu n'as pas forcément quelque chose qui est très préétabli, c'est juste une intuition et une envie, et c'est le moment.
Et c'est parce que c'était le bon moment et parce que finalement tout s'est aligné. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer la marque au Japon. C'était un projet un peu fou au début. Et puis finalement, il a marché. Et pourquoi un peu fou pour toi? Parce que quand je vois tout le parcours qui a été fait, c'est vrai que je ne parle pas japonais. Ma culture est quand même très très différente de la culture japonaise. Donc c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à avoir beaucoup plus de difficultés finalement avec le Japon pour monter cette marque. Et donc c'est vrai que le pari était quand même un peu fou, mais voilà, step by step, en accrochant les tribus, les exigences japonaises, le design, et ben on a réussi à créer une jolie marque pour le marché japonais. D'accord. Et avant de revenir sur ces très beaux produits, est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant de venir au Japon? Alors, avant de venir au Japon, j'étais à Taïwan. D'accord. Juste avant, parce que sinon j'ai beaucoup voyagé. Oui. Donc juste avant, j'étais à Taïwan. À Taïwan, je me suis occupée de la filiale de Fendi pendant quelques années. Et ensuite, j'ai travaillé à la chambre de commerce. D'accord. Donc j'étais en charge de la chambre de commerce de Taïwan, où on s'occupait finalement d'accompagner des entrepreneurs qui voulaient s'installer et faire du business avec Taïwan. Et je pense que peut-être que finalement, à l'origine de tout ça, il y a aussi tous ces accompagnements d'entrepreneurs qu'on accompagne et que finalement, à un moment, on lâche et on ne sait plus ce qu'ils deviennent. Et donc inconsciemment, peut-être, je voulais aussi devenir un de ces entrepreneurs. D'accord. Et donc, en fait, tu as cette expérience d'accompagner les entrepreneurs, mais aussi de marketing. C'est ce que tu faisais avant, c'est ça? Alors, je faisais tout finalement, puisque j'étais donc en charge de la filiale. Donc, j'avais le marketing, le merchandising, la finance, le back-office, les boutiques, les forces de vente. Voilà, j'avais tout ça qui était réuni. Et donc, finalement, aujourd'hui, ma marque, c'est tout ça réuni. D'accord. Mais est-ce que c'est quand même assez différent parce que, je veux dire, en tant qu'entrepreneur de start-up, quand tu commences une marque, tu n'as pas forcément les mêmes moyens qu'une marque plus large, comme tu as eu l'expérience. Qu'est-ce que c'est la plus grande différence, en fait, de le faire soi-même? Entre une marque de luxe, que ce soit quand je travaillais dans une marque ou dans l'autre, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, mais on est peut-être aussi beaucoup plus en contact avec ceux qui font la marque. D'accord. Donc c'est quand même très rewarding, je dirais, que de pouvoir travailler directement finalement avec ces peuples qui seraient dans des marques, ce qu'on appellerait les petites mains. D'accord, d'accord, ok. Et donc, en fait, en tant qu'entrepreneur, pourquoi tu as voulu créer cette marque? C'était pour te rapprocher? C'était un défi? Quelle est la raison du fond au final, si tu essayes de un peu revenir à la racine de ton projet? Je pense que c'était un moyen pour moi aussi de revenir à mes origines. D'accord. C'est possible. D'accord. C'est possible. Parce que finalement, je suis arrivée en France quand j'avais une dizaine d'années. Donc très vite tu twistes parce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu ressembles à tes amis. Et il arrive un moment dans la vie où finalement on se dit bah non, il faut que je revienne un peu à qui je suis vraiment, donc un mélange un peu de tout ça. Et c'est comme ça, je pense aussi que de manière, comme je disais tout à l'heure, un peu intuitive, je suis revenue à la Colombie. Et qu'est-ce que ça fait d'y revenir? Ah, c'est fantastique. Tu vas plus qu'avant ou pas? Alors, pas forcément. Bon, surtout en ce moment de pandémie, c'est compliqué. Mais en revanche, je suis tous les jours en contact, effectivement, avec les tribus Wayuu. Je pense que c'était aussi un challenge, parce que les tribus Wayuu sont des gens qui sont très difficiles à approcher. D'accord. Il faut savoir que donc ils sont à l'extrême nord de la Colombie. C'est un peuple qui est quand même pas mal oublié de nos gouvernements. So the Wayuu ethical place is very in the northeast of Colombia, so it's very difficult to get close to. Et c'est également un peuple en fait qui a sa propre langue, sa propre culture, qui a pas mal souffert de la contrebande, de la guérilla. Enfin voilà, il y a tout le passé un peu violent de la Colombie. Et donc pour moi, ouais, c'était intéressant de pouvoir travailler avec eux. Ils ont aussi une spiritualité qui est assez importante. Et je pense que oui, il arrive un moment dans la vie où on a besoin un peu de se replonger dans ce genre de choses essentielles.
Mais pourquoi cette tribu en particulier? Je pense que parce Why que this tribe, specific tribe? je pense que c'est ils font du sac à main. Donc c'est un produit que moi je comprends, puisque c'est un produit sur lequel j'ai travaillé dans le passé. C'est également, je pense que leur histoire et leur passé est quand même assez violenté et ça m'a intéressé assez. Et finalement, en Colombie, ceux qui font les plus beaux sacs, c'est quand même ces tribus-là. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler avec eux. Tu as aussi à tes côtés des cadres de cette tribu. Alors voilà, alors ça c'est une des artisanes qui travaille avec nous. Alors j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle sourit, elles n'aiment pas du tout être prises en photo. Ah oui? Non, elles ont horreur de ça, donc elle est un petit peu gênée. J'aime beaucoup cette photo. Et là, elle est en train de travailler sur un de nos sacs, ici. That's one of the bags, né? Donc c'est rigolo, elle est sur un bureau d'écolier en plein milieu du désert. C'est très désertique là où elles habitent. Voilà, c'est une très jolie photo, je trouve. Donc les femmes. C'est ce sac qui est arrivé au Japon. Ah oui, absolument. Et donc ces femmes tissent les sacs. Donc c'est une activité exclusivement féminine. Only women. Né? Et ensuite les hommes, traditionnellement, font les anses. Ah, les hommes aussi donc. Ouais. Et les hommes font les anses. D'accord. Et c'est également totalement fait à la main. Wow. Et c'est séparé en fait, c'est dispatché. Pourquoi les femmes font les sacs et les hommes font les anses? Parce que, alors si tu prends un sac, je prends un des sacs qu'on a. Bien sûr. Si tu prends le sac, en fait, comme tu vois, ce sac, il est démarré ici au crochet. Oui. Et il est monté. Et il faut beaucoup de finesse pour pouvoir monter un sac comme ça. D'accord. Un sac comme ça, il faut 3 à 4 semaines pour faire un sac comme ça. 3-4 weeks, d'accord. Waouh. Parce que c'est un travail très fin. Il travaille avec un seul fil qui est crocheté du bas en haut. Et ensuite, en plus de cette finesse, il faut quelqu'un pour travailler donc, sur ce qu'on appelle un métier à tisser, le loom, et qui va passer un fil comme ça pour créer les anses. Et il faut en fait quelque chose qui soit très fort. D'accord. Et donc on demande plus de force, donc une force masculine pour pouvoir faire en fait des anses qui tiennent bien, tu vois, qui soient absolument parfaites. Donc en incluant en fait aussi cette partie où c'est attaché. Oui, qui est très difficile à faire en fait. On travaille donc avec ce qu'on appelle des maîtres artisans. D'accord. Et qui font des sacs absolument parfaits. Cette partie-là est effectivement très compliquée à faire. Et cette partie-là, cette finition aussi, il faut qu'elle soit absolument parfaite. Alors, qui s'occupe de la finition? Ce sont les femmes elles-mêmes. D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, dans les tribus Wayuu, faire un sac Wayuu chez les femmes, ce n'est pas uniquement un produit commercial. Et pas principalement un produit commercial. D'accord. Une femme Wayuu qui fait un joli sac comme ça est une femme accomplie. D'accord. Donc toute la féminité d'une femme, finalement, pas la féminité, mais la réalisation en tant qu'être femme, passe par le sac. Donc ça les représente un peu en fait. Ouais. Elle commence à apprendre à faire des sacs quand elles sont enfants. Et au moment de la puberté, en fait, au moment de l'adolescence, il faut qu'elles sachent faire parfaitement un sac. Et plus le sac est parfait, et plus elles seront respectées en fait comme quelqu'un de bien dans leur communauté. Donc c'est extrêmement important. Wow, a form of respect. Eh ben, super, magnifique. Et pourquoi en fait tu as choisi donc A'aluna comme nom? Alors, Aluna. Oui, Aluna. Donc Aluna, tu as deux parties en fait dans le nom. Tu as le AA et tu as le mot Aluna. D'accord. Aluna, en fait, c'est un mot qui vient d'une autre tribu de la Colombie. En Colombie, on a reconnu 68 tribus. Donc, il y en a plus, mais vraiment reconnu par le gouvernement colombien, il y en a 68. Et Aluna, dans la langue Kogi, qui est une des tribus colombiennes, ça signifie le spirituel, ce que tu ne peux pas toucher. Donc ils divisent en fait, les Kogi divisent le monde entre ce qui est matériel, ce que tu peux toucher, et ce que tu ne peux pas voir. Et j'ai trouvé que c'était assez joli comme mot, cette Aluna, et ce côté, je vois des choses, je sens des choses, mais je ne peux pas les toucher. Mais voilà, mais Aluna, c'est un mot qui n'est pas à moi. Donc je ne vais pas me l'approprier pour ma marque. Donc j'ai rajouté ce A au début, et ce sont mes initiales du coup, c'est AA, c'est Adriana Archambault. D'accord. Et quand tu regardes le logo d'Aluna, si tu regardes, tu as 3 A. A, A, A. Oui. Ce sont 3 montagnes
D'accord. Three Mountains, ouais. Parce qu'en Colombie, en fait, la cordillère des Andes, quand la cordillère des Andes arrive en Colombie, elle se divise en 3. D'accord. Et donc, ce sont les 3 montagnes de la cordillère des Andes. Je Voilà, ne savais pas, tiens. Voilà, Eh ben, voilà, il y a énormément de symboles. Étant fan aussi, je ne savais pas. Super. Il y a beaucoup de symboles dans la marque. Waouh, super. Et c'est un logo qui a été créé par qui? Par une femme. Par une femme aussi. Ouais, qui s'appelle Charlotte Cahill, qui est extrêmement douée et qui a travaillé le logo, qui travaille toute l'identité visuelle de la marque. Waouh, fabuleux. Super, c'est très woman empowerment. Oui, il y a beaucoup de femmes en fait dans cette entreprise. Il y a des hommes aussi, mais il y a beaucoup, effectivement, c'est une marque où il y a énormément de femmes qui travaillent pour la faire grandir. D'accord, super. Et parlons par exemple des tarifs, parce que je sais que le tarif au Japon est différent aussi du monde entier, mais vu que tu as créé la marque au Japon. Et bien sûr. Alors, quels sont les tarifs? Parce qu'il y a différentes tailles, there's different sizes of bags. Donc, on a le plus gros, enfin non, il y a même encore plus gros, mais bon, aujourd'hui par exemple, on a le plus gros de cette taille, ça. Alors celui-là, il est à 24 000 yens. 24 000 yens. Il est à 24 000 yens TTC. Oui. Celui-ci, c'est un sac assez particulier. En fait, ce sont des sacs. On a 2 lignes de sacs chez Aluna. Celui-ci, c'est un sac traditionnel Wayuu. Je l'ai apporté exprès en fait pour montrer ce que ça pouvait être. D'accord. Avec un design traditionnel et un design original Wayuu. D'accord. Donc ceci, ce que tu vois ici, c'est un crochet. Ils s'inspirent beaucoup de la nature, de ce qui les entoure, de leur quotidien. Et ceci est un crochet. D'accord. Et c'est le crochet de l'intérieur de la maison. Le crochet de l'intérieur de la maison. À la maison, dans la maison, tu as des crochets pour poser tes affaires. Ah oui, oui, et donc oui, ça c'est un crochet. D'accord, it's a hook. Super, top. Mais toujours, donc on utilise toujours la même technique qu'on appelle une technique à un fil. Donc un filage extrêmement serré. Et c'est un fil de quoi? C'est un fil en acrylique. En acrylique, d'accord. Les Wayuu travaillent l'acrylique parce que ils ont travaillé le coton dans le passé. Mais le coton, tu as besoin de le laver beaucoup pour maintenir la couleur. Et donc, comme ils sont dans des zones arides, ils ont besoin de garder leur eau pour d'autres tâches. Donc, ils ont préféré aller chercher d'autres matériaux. D'accord. Parce que ça gâche de l'eau, d'une part, et d'autre part, parce que la coloration chimique part dans la terre. Et ce n'est pas bon pour la terre. En revanche, sur l'acrylique, tu as besoin de le laver que 2 fois. Ils le lavent quand ils reçoivent les fils, ils lavent les fils pour attacher la couleur. Ils font les sacs et ensuite ils le relavent avant de les envoyer. D'accord, donc il n'y a que 2 lavages. C'est aussi écologique au niveau de l'eau. Mais oui. Eux, en tout cas, dans leur façon de procéder, pour eux, ils ont considéré que c'était mieux de travailler effectivement avec de l'acrylique. Donc celui-ci est à 26, celui-ci est à 32. D'accord. Il est plus cher parce que celui-ci est donc dessiné par nos soins. D'accord. Donc il y a beaucoup plus de travail. C'est du prototypage. Quand tu dis dessiné par nos soins, ça veut dire par la designer en France? Par Lucie. D'accord. Lucie est ici. Ah bon? Oui, elle est au Japon. D'accord. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a cette vision finalement, cet œil aussi des couleurs assez japonais. Donc on dessine un sac, on envoie les dessins, on fait du prototypage, ça peut mettre le temps qu'il faut. Et ensuite, les sacs nous reviennent. Donc, ce sont des sacs qui sont un petit peu plus chers. Une autre différence aussi, c'est qu'il y a ces anneaux qu'on a rajoutés donc pour les faire plus urbains, plus chics. Et ces anneaux, comme la médaille d'ailleurs, sont en un matériau qu'on appelle le zamak, hypoallergénique, et avec une couverture en or 24 carats. Donc, c'est fait en Colombie également. Super. Et on souhaitait exactement ce doré un peu brun, parce que c'est l'or en fait qu'utilisaient les communautés précolombiennes. Très joli. Et à l'intérieur... En Colombie aussi, il y a beaucoup d'or aussi. Oui. Et chose que les Wayuu ne font pas, c'est que dans nos sacs, nous avons rajouté à l'intérieur une poche qui est faite à la main. Poche.
D'accord. et qui est Super. cousu à la main. Ça, c'est très important au Japon. Oui. Et n'importe où. Very important in Japan and Mais around. c'est vrai que sur les sacs, par Ouais. exemple, traditionnels Wayuu, on ne les trouve pas parce qu'eux ne portent pas de poche. Ils mettent tout à mm. l'intérieur Moi aussi, ce que j'adore personnellement, c'est que c'est lavable. et c'est lavable. Moi, je sais Ouais. pas. Super. On le lave à la main, c'est extrêmement solide. Ce sont des sacs faits pour durer. Donc celui-ci est à 32, celui-ci est à 20 000. D'accord. qui Et est ça, un tu porté m'avais croisé dit que également. c'est aussi un des modèles qui a beaucoup de succès au Japon pour Oui. les petits sacs. Oui. A model that is that a lot of Japanese people love. Oui. Donc c'est petit, c'est pratique, puis pour soirée ou autre. Ouais. Et puis Moi- on le porte croisé si on le souhaite, donc D'accord. on a les mains libres. Ou alors on le porte Voilà. aussi, Ouais. voilà, donc ou en croisé, ou Ou alors- à l'épaule. Ou alors souvent ça. ce qu'on peut faire aussi, puisque ce sont des choses très, très solides, c'est que tu peux faire un nœud et tu peux le porter comme ça. Ah oui, Ou oui. tu peux le porter comme ça, ce que je fais souvent. Comme C'est souvent ça quand on a une grande veste. Ouais. Bah, si c'est pas pratique, eh ben, tu Ouh. fais un nœud et tu le portes comme ça. Ouais, c'est très malléable en fait. Ouais. Super. Et enfin, Très pratique. le dernier Et le petit. sac, c'est celui-ci Ouais. qui est tout petit et qui est vraiment en fait le sac d'appoint pour aller à un lunch avec des copines, Ouais. qui est un peu ce qu'on appelle nous un sac objet. C'est un joli objet, Mm. mais qui se porte donc à la main comme ça. Mm. Et celui-ci est à 18 000 yens. 18 000. Ok, 18,000. Super. Donc 18, 20, 32, 24. D'accord. Super. Génial. Et donc, tu as aussi les différentes étiquettes à l'intérieur. Alors oui, Aussi alors ce que qu'on j'aimais faisait beaucoup. donc, en tant qu'entrepreneur, c'est que je souhaitais absolument qu'il y ait le nom des artisans à l'intérieur. Mm. So that's the name of the artisan. Malheureusement, on arrive à des quantités maintenant qui ne me permettent plus de savoir exactement qui fait les Super. sacs. D'accord. Donc malheureusement, tant que c'était la société était petite, c'était possible de repérer en fait qui faisait chaque sac. Maintenant, ça devient plus compliqué. Donc à partir de l'année prochaine, malheureusement, il ne pourra plus y avoir le nom des artisans. C'est une bonne D'accord. chose pour la marque et pour elle, parce que Bien ça veut sûr. dire que ça marche. Bien sûr. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais Super. voilà. Génial. Alors, à présent, on va peut-être parler un peu de l'entrepreneuriat, de comment tu as monté ta marque et de ton mindset. Alors, en tant qu'étrangère, je veux dire, au Japon, beaucoup d'étrangers montent leur business, mais en tant qu'étrangère, est-ce que tu as eu des difficultés à monter ta propre marque? Je veux dire, tu as eu l'avantage de travailler à la chambre de commerce, Ouais. etc. Donc, il y avait beaucoup d'informations que tu savais, mais quand tu commences à monter ta propre marque, c'est encore un autre challenge. Alors, j'étais plutôt pas mal entourée quand même, puisque ça faisait déjà quelques années que j'étais au Japon. Donc, j'avais déjà, je dirais, en termes administratifs et légaux, j'avais déjà des gens pour m'aider. Donc ça, je pense que c'est quand même énorme. Bien sûr. Des personnes qui parlent anglais, qui parlent français, qui sont bien rattachées en fait au Japon. Et je pense que ça a été une grande aide. Par ailleurs, j'ai été beaucoup aidée aussi par l'ambassade de Colombie. D'accord. En fait. C'est eux qui m'ont accompagnée pour trouver les maîtres artisans. J'utilise exprès le mot maître artisan parce qu'on travaille vraiment avec des femmes qui sont reconnues par des organismes publics comme travaillant très très bien. Et c'est eux qui m'ont accompagnée et qui m'ont fait rencontrer des femmes qui pouvaient faire le travail qui pouvait correspondre à la qualité qui est exigée au Japon. Et c'était extrêmement important. Donc j'ai commencé bien sûr par tester plusieurs artisans et plusieurs familles pour n'en garder que 3, malheureusement, parce que les autres familles n'avaient pas ce degré de sophistication que peut demander le Japon. D'accord. Donc j'ai été pas mal accompagnée quand même. D'accord. Donc en termes de difficultés, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Il y a eu une petite difficulté, mais qu'on a réussi à surmonter. Ça a été un problème de trust de la part des banques. Confiance. Ouais. Ouais. Ah oui. Et ça a été, mais je pense que c'est tout.
Ouais. Finalement, bon, Les ça Japonais aussi d'ailleurs. Voilà, je pense que c'est pas pour emprunter, même pas pour emprunter puisque j'avais des fonds propres, mais pour ouvrir un compte. Mais je pense que c'est le seul problème vraiment que j'ai eu. Et ensuite, les choses se sont enchaînées en fait finalement assez rapidement. D'accord. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit que tu échouerais? Non, Non? non. Je pense que le projet touche tellement Mm. que non, j'ai pas eu qui que ce Mm. soit qui m'ait dit. On m'a donné beaucoup de recommandations sur les produits. Alors ça, Ouais. oui, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient mais pourquoi tu fais pas une boîte comme ça, comme ci, comme ça. Ouais, ouais. Mais je n'ai pas eu, je n'ai eu en fait que des commentaires positifs. Et je pense que c'est parce que l'histoire touche. Le fait de travailler avec des tribus indigènes, de travailler avec un designer. Enfin oui, les gens, ça fait un peu rêver. On va un peu ailleurs avec ce type de produit. Donc j'ai pas eu de commentaires négatifs. So we're going to have a quick break before we continue to entrepreneurship. And we're back with Adriana presenting Aluna. Moi, je pensais toujours que c'était Aluna, mais en fait, c'est Aluna. Ouais. Ok. Comme tu veux. We have a surprise. Donc, on a une surprise. Donc, pour la personne ou les personnes qui arrivent à répondre, enfin, ça sera une personne qui sera choisie, il y a un cadeau que tu offres. Alors, donc, pour toute personne, pour recevoir ce cadeau, avoir cette chance de recevoir ce cadeau, il faut souscrire à la chaîne, puis répondre à la question qu'on va vous poser à la fin de cette interview pour pouvoir gagner un cadeau de 20% donc de remise sur n'importe quel produit qui sera commandé sur le site. Super, donc 20% de remise. Donc c'est une chance, restez en ligne et n'oubliez pas de répondre à la question à la fin de cette émission. Merci beaucoup. Donc on continue. Et la question du jour, bien entendu, c'est as-tu confiance en toi? Oui, je pense que... Alors, de manière globale, oui. Oui. Mais je pense que c'est assez normal, on a toujours des moments de doute, surtout sur ce type de projet, où on découvre un peu en faisant. Mais globalement, je pense qu'il faut avoir quand même confiance en soi, s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et c'est important d'avoir confiance. Et tu parlais de doute. Quel est, par exemple, à travers ton parcours pour monter cette marque, quel est, par exemple, un des doutes que tu as eu? Alors, est-ce que c'est le bon design? Est-ce que c'est la bonne taille? Est-ce qu'on ne devrait pas faire autrement? Est-ce que c'est le bon magasin qu'on est en train de présenter? Est-ce que c'est le bon prix? Est-ce que c'est la bonne personne qui est en train de m'aider? Est-ce que tu doutes beaucoup? Oui, mais je pense que c'est important aussi. Oui. Faut se remettre en question. C'est important d'accueillir aussi la critique et les observations parce que finalement c'est ce qui permet d'avancer. On ne peut pas rester toujours dans ses certitudes, mais c'est pas parce qu'on accepte la critique, qu'on accepte les observations et qu'on se remet en question qu'on n'est pas confiant. Je pense que l'un s'alimente de l'autre également. D'accord. Et quelle est par exemple la plus grosse angoisse? Je veux dire, j'ai suivi ton parcours de la marque dès le début, fan du perroquet, que j'ai fini par tomber amoureuse. Mais aussi, je me rappelle, au début, il n'y avait pas les petites étiquettes. Tu m'avais dit rien que pour créer un sac, par exemple. Oui, un sac du design du perroquet, il y en avait... T'en avais demandé d'en faire combien? 12, 13, et puis au final, il y en avait 2. 2. C'est quand même un risque aussi, parce que, je veux dire, les artistes aussi, il faut les payer. Bien sûr, bien sûr. Donc, tout n'est pas à 100%. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est toujours un risque. Et je sais que au Japon, on a une culture qui fait que quand on demande quelque chose, s'ils ne sont pas contents, ils te le refont gratuitement, limite. Mais ce n'est pas comme ça à l'étranger. Donc, c'est quand même beaucoup de différences de culture. Tu as dû surmonter, j'imagine, je ne connais pas tous les challenges que tu as dû surmonter. Mais quel est pour toi,
à travers ton parcours, ou par exemple de cette marque, ou même en tant qu'entrepreneur, ce qui a été dur à coper, j'ai envie de dire, dur à accepter, mais tu as été obligé? La paperasse administrative. C'est vrai? Ah oui, ça c'est quelque chose que je n'y arrive pas, j'aime pas ça. Mais de quoi? Il faut le faire. Les stocks, revoir les stocks, la logistique, s'assurer que les stocks sont bons, que les prix sont bons. Voilà, tout ce côté très administratif, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je le fais. Et en revanche, moi je préfère être dans le design, sur le terrain, en contact avec les clients, avec mon staff, avec les gens qui travaillent avec moi, tous ces contacts humains. En fait, c'est le contact humain qui me plaît beaucoup dans la marque. Le côté administratif me plaît un petit peu moins. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que je veux dire, j'ai presque envie de dire, tu as été obligée d'un peu de rebrousser un peu du chemin en arrière. Ah, ça me pose aucun problème. Ouais. Non, je pense que quand on est dans le retail, quand je viens du retail, on a toujours les mains dans un carton. Et ça fait partie finalement aussi de l'amour de ce métier, c'est d'être toujours en contact avec le produit, en contact avec le client. Et c'est cette espèce d'élasticité finalement du métier que j'aime énormément. Le produit, le carton, les clients, remonter la tête, la finance, voilà. Et c'est ça qui était extrêmement intéressant. D'accord, ok. Et si par exemple nos téléspectateurs ont un rêve, ils ont envie ils aiment bien par exemple, beaucoup d'entre nous sont des créateurs aussi, peut-être pas de sacs mais d'autres choses, des bouquins, des pièces d'art, etc. Et qui ne savent pas où commencer pour en fait rapporter, financièrement. Parce que c'est important, je veux dire, c'est bien de créer, mais si ça ne rapporte pas financièrement, ce n'est pas l'idéal. On a tous envie de finalement mettre une valeur à son produit. Et donc, qu'est-ce que tu conseillerais pour réussir? Alors, pour la valeur, par exemple, mettons, ils ont un produit, mais ils ont envie déjà de le vendre. Alors, moi, je suis dans un domaine Alors, pour tout ce qui est artistique, je sais que c'est très compliqué, parce que tout est très unique. Je suis dans un domaine où j'ai un benchmark, en fait. Donc, ces sacs sont déjà dans le commerce. Donc, il m'a fallu finalement faire un mapping de tout ce qui existait déjà. D'accord. Et à partir de ce mapping, voir quels étaient les prix qui étaient proposés, quelle était la clientèle. Et à partir de ce mapping, je suis sortie de ce mapping pour créer un produit qui était différent. D'accord. Donc aujourd'hui, dans ma concurrence, la qualité peut être moins bonne, le design est différent, la clientèle recherchée n'est pas la même. Voilà. Donc c'est là-dessus où je suis allée. Donc pour moi, c'était en quelque sorte le fait de pouvoir avoir un benchmark. C'est un produit qui existait déjà pour pouvoir développer ma marque dans le monde. C'est des petites marques, mais ça me permettait effectivement de voir où est-ce que j'allais. Je pense que le benchmark de prix est extrêmement important et le benchmark en fait des autres marques. Mais je suis dans un produit entre guillemets manufacturé, donc c'est vrai que pour moi c'est plus simple que dans un métier que je dirais de service nouveau ou artistique complètement. Mais le benchmark, il faut toujours essayer de trouver des benchmarks. Mais par exemple, on a aussi Each bag tells a story describing dreams and hopes. Est-ce que ça fait partie quand même du message de ton individualité que tu crées à travers Aluna? Absolument, absolument. Ouais. Donc par exemple, je sais que, on en avait déjà parlé parce que c'est vrai que moi étant fan surtout des couleurs, bon aussi du détail bien entendu, mais tu vois, on en avait parlé tout à l'heure, par exemple le détail de l'or, etc. Ça, c'est pas nécessairement ce qu'on retrouve dans des marques, ce qu'on appelle éthiques. Au Japon, en tout cas. C'est vrai que tu commences à avoir l'œil, dès que tu en vois un, tu commences à « Ah, ça ressemble, ah, machin ». Mais en fait, moi, personnellement, en tant que fan aussi, et qui porte aussi ce sac, je trouve que quand même, ce qui m'impressionne par rapport aux différents autres sacs, c'est que j'ai l'impression
que tu as réussi à incorporer en fait ton expérience du luxe à l'intérieur d'une marque éthique qui, de façon générale, n'a pas forcément ces prix-là. Absolument. Donc, Absolument. alors quelle est la clé, par exemple, parce que tu peux être un artiste, par exemple, mettons un designer de manga. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont fans de manga, qui font leur propre design, mais de là, comment les rendre suffisamment connus et différents des autres? Qu'est-ce que tu recommanderais par rapport à ta propre expérience? Alors, je parle de mon expérience parce que les dessinateurs de manga, je ne connais pas très bien. Oui, en tant que créatrice ou artiste. Écoute, je pense que moi, en tout cas, je suis partie de ce que j'appelle, encore une fois, ces maîtres artisans et de la beauté de ce qu'elles font. Je suis partie de leurs histoires aussi, du fait que c'est vraiment pour elles, en fait, c'est l'essence même de leur personnalité, de leur individualité qu'elles mettent à chaque fois dans un sac. Et j'ai souhaité finalement qu'on ressente ça vraiment dans les créations. Finalement, toutes ces pièces supplémentaires qu'on vient rajouter, ces finitions qui sont absolument parfaites, c'est aussi une manière de mettre en exergue toute la valeur de ce qu'elles font. Alors quand on compare à d'autres marques éthiques, je dirais que je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fair trade, de SDG, etc. Mais il y a un point qui est extrêmement important, c'est que tous ces gens, il faut qu'ils soient payés bien, pour qu'ils vivent bien. Bien sûr. Et donc, ce sont des sacs chers parce qu'ils font un mois de production quand même par sac, par personne. Et parce qu'on leur exige de faire de très belles choses. Mais c'est aussi... Quand tu dis on, c'est qui? La marque. D'accord, en fait. la marque. On leur exige effectivement de faire de très très belles choses. Ce qui fait que effectivement le prix est en conséquence, le prix qu'elles me demandent, le prix que parfois on met en place ensemble, parce que j'hésite pas à leur dire allez-y, enfin je sais le temps que ça vous prend, je sais de ce dont vous avez besoin. On augmente. On est plus effectivement sur un produit, un craftsmanship de luxe, plus que sur du fair trade, si tu veux. Comment vous avez réussi à mettre la marque pour que ça parte dans le luxe, en fait? Parce que ça, et je pense que ça, c'est moi, te connaissant, c'est un peu une de tes particularités, c'est aussi l'endroit où tu les vends, de comment tu les displays. Bon, évidemment, il y a la clientèle aussi que tu as réussi à approcher, mais aussi la clientèle que tu connais et aussi que tu fais venir sur les stands aussi. Les Japonais sont très, très demandeurs. Donc, de là, créer des sacs éthiques, peut-être au début, je me rappelle certaines personnes, quand il n'y avait pas encore cet anneau, certaines personnes auraient pu trouver ça un peu cher. Bien sûr. Donc, comment tu as réussi à mettre... j'ai presque envie de dire, à installer ce tarif sans que ça choque les gens? Ou est-ce que ça s'est fait de façon naturelle? C'est assez naturel en fait. D'accord. C'est assez naturel. Je pense que c'est des sacs uniques. Le marché, en fait, le marché l'accepte. Oui. Et puis, en termes, si tu rajoutes tous les coûts qui sont associés au sac, c'est vraiment le prix qui correspondait au produit. Quand tu regardes d'autres sacs qui sont dans le commerce, qui sont aussi voyous et qui sont peut-être pas aussi bien faits, les prix sont très similaires, voire les mêmes. Donc c'était vraiment le prix du marché. Moi, j'ai vraiment aussi personnellement ressenti que tu as réussi en tant que créatrice de la marque à vraiment mettre en place leur histoire, en fait. Donc, tu les mets en avant. Et c'est peut-être ça aussi l'importance de la marque, c'est le storytelling. Et la qualité qui va avec, en fait. Et donc qu'est-ce que tu leur conseillerais? Par où commencer? Step 1, to sell your art. Et je pense qu'il faut s'entourer de gens en qui on a confiance. D'accord. Pour avoir confiance. Mais on n'a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de personnes autour de soi et tester en fait l'idée et échanger pour voir un peu quels sont les retours et s'alimenter finalement parce que finalement moi, je me rends compte qu'on part d'une idée et cette idée elle peut être complètement différente quand on arrive au bout de l'exercice. Donc il ne faut pas hésiter à s'entourer de gens bienveillants et qui peuvent donner
un échange en fait intéressant pour pouvoir arriver à quelque chose. Je pense que le fait d'avoir quelque chose dans la tête et de le verbaliser déjà, c'est une chose. Et ensuite d'échanger pour faire grandir ou enrichir un projet, c'est autre chose. Donc je pense que oui, s'entourer, c'est s'entourer bien. des bonnes personnes. Ouais. Et comment tu les choisis, les bonnes personnes, si tu n'en as pas? Tu en as. Tu en as? Tu en C'est as. juste qu'il faut ouvrir les yeux. Je pense. Moi, ce que j'avais fait sur ce produit, c'est que j'avais fait des... Encore une fois, c'est un produit un peu particulier, mais j'avais fait venir des produits qui n'étaient pas forcément les plus beaux, de Colombie. Et j'avais réuni des Japonaises. Pendant 2 jours, j'ai eu des groupes pas grands, de 5-6 personnes qui venaient à la maison. J'avais des Françaises aussi, mais beaucoup de Japonaises. Et qui sont venus chez moi et je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le verriez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas. Et on avait fait un dossier où on leur demandait en fait de nous donner leur avis. Et à partir de là, on s'est assise avec Lucie Soriano, donc la designer, et on a travaillé les collections. Et on a travaillé une première collection, petite, parce que c'est des fonds quand même qu'on expose, des dépenses. Et cette première collection en 2019, c'est ce que j'appelle c'était une collection pour moi de prototypage. Donc on a vendu vraiment à nos proches, qu'on a proposé à nos proches, pour en 2020 être prêt avec une vraie collection à proposer au marché japonais. Donc en fait, il faut un peu faire le test marketing. Oui, et step by step. Ouais. D'accord. Ouais. Donc toujours demander l'avis des autres. Je trouve, oui. Surtout si c'est pour vendre. Oui. Sur un marché Alors, spécifique. est-ce qu'on ne peut pas faire, je dirais peut-être au début, des gens de confiance, et ensuite, quand on pense que le produit est à peu près fini, se lancer sur des gens qu'on ne connaît pas du tout, ou alors des personnes qui n'ont rien à voir avec le produit, et là, ça devient très intéressant d'enrichir le projet. D'accord. Et quel conseil, en fait, pratique tu donnerais pour un artiste, que ce soit SAC ou autre, qui aurait envie de se lancer? Step by step. Step by step. Step by step. Et comment trouver ces steps? Je pense qu'ils viennent assez naturellement. Il n'y a pas de... Enfin, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que je me suis toujours donné des deadlines qui étaient extérieurs à moi. Un peu compliqué. D'accord. Donc, par exemple, quand j'ai démarré, je me suis inscrite à un salon. D'accord. Donc, elle était venue d'ailleurs. Mon premier salon. Oui. Mais ce premier salon, mon produit n'était pas forcément prêt, mes catalogues n'étaient pas prêts, mon matériel, rien. Mais j'avais cette deadline et c'était une deadline qui était extérieure à moi. Et je me fixe toujours des deadlines qui sont extérieures en fait. Et ça aide pas mal. Que tu ne peux pas contrôler. Non. Mais du coup, comme je suis seule, je suis obligée de m'y tenir parce que j'ai quelque chose d'extérieur qui m'oblige à aller jusqu'au bout de mon projet. Donc voilà, c'est un peu un partenariat que je me crée. Bien sûr. Pour pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche. Ah, c'est une très bonne méthode. En gros, au lieu de te mettre une date pour toi-même, c'est une date qu'on t'exige et toi, tu te mets cette pression. Et je pense par exemple à un artiste qui décide de faire une exposition. Enfin, il y a un moment où il faut créer, quoi. Bien sûr. Parce qu'il y a l'exposition qui arrive, donc c'est des objectifs extérieurs à soi. Moi, je marche comme ça, en fait. Ouais, c'est une bonne pression. D'ailleurs, assez française, j'ai presque envie de dire. C'est possible, absolument. Parce qu'on n'attend pas que le produit soit parfait pour se lancer. On se lance et après on crée le produit parfait. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Qu'est-ce que c'est le truc à ne pas faire? S'enfermer. Oui. Ouais, je pense qu'il faut se nourrir de tout ce qui est à l'extérieur. Voilà, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Parler aux gens, découvrir. Marcher, découvrir, aller. Moi, je vais beaucoup dans les boutiques, dans les expos. Je me nourris, en fait, d'informations, de choses design, qui sont extérieures. D'inspiration. Oui. Et je pense que c'est important. Il ne faut pas s'enfermer. Ne pas s'enfermer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans la vie? Qui me fait peur dans la vie? La maladie. La maladie. Ah bah oui. Quelque chose d'incontrôlable. Absolument. Et là c'est vrai que c'est compliqué. Oui, pas forcément la mienne. Ça peut être celle de mes proches aussi. Et là, effectivement, tout devient beaucoup plus compliqué.
Et qu'est-ce que tu penses, je veux dire, si ça arrive dans ta vie, comment tu fais pour le surmonter? Parce que je veux dire, on peut avoir des rêves, des plans, etc., se mettre des deadlines, Oui. comme tu dis, mais s'il y a quelque chose qui vient en gros casser ce rythme, comment tu fais pour surmonter ça? Je pense qu'on contourne et puis on fait différemment. Mhm. On fera différemment. D'accord. Mais il faut toujours trouver les côtés positifs. Finalement, parfois les choses arrivent, toutes les choses arrivent pour une raison, quoi. Et ouais, moi je crois fondamentalement à ça. Ouais. Ouais, moi aussi je suis absolument de ton avis. En créant cette marque, je veux dire, est-ce que tu pourrais dire que peut-être c'est ton rêve ou tu en as d'autres rêves? Je pense pas que ce soit je ne pense pas qu'à l'origine c'était mon rêve. Ah oui? Non. Qu'est-ce que c'est ton rêve alors? Aujourd'hui, écoute, tout va bien. Je n'ai pas. Je pense que je suis arrivée à l'âge de la sagesse. Je n'ai plus forcément de rêve. Non, continuer à faire grandir cette marque fantastique. Puis bon, j'ai une famille aussi. Donc tout ça, il faut qu'il y ait un équilibre, Balance, oui. un équilibre dans tout ça. Donc est-ce que mon rêve, ça serait plus de trouver un équilibre de vie, pas forcément que le travail empiète sur le personnel. Voilà, je pense que c'est cet équilibre qui est important. D'accord. Quelle est ta prochaine étape dans ta vie? Alors la marque, en fait, elle marche bien au Japon. Donc moi je pars en Chine. La marque reste ici. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé 2 distributeurs qui me font confiance. Donc la marque continue à vivre ici au Japon. Maintenant, en fait, l'objectif, c'est d'organiser. Je voudrais absolument organiser les personnes avec qui je travaille, parce que tout est. Attention, on travaille quand même avec des tribus indigènes. C'est pas organisé. Et j'aimerais réussir à mettre en place quelque chose qui puisse permettre aux gens avec qui je travaille de mieux vivre. Mais mieux vivre, attention, c'est uniquement des problématiques qui pour nous n'en sont pas, c'est avoir accès à l'eau, à la santé, à la nourriture. Et je pense qu'il y a un moyen de travailler différemment avec ces femmes, et je souhaiterais aujourd'hui essayer de créer quelque chose effectivement en Colombie pour que ces femmes, et ces hommes d'ailleurs, puissent s'organiser différemment pour mieux vivre. En fait, finalement, un peu ce que tu demandais, quel est ton rêve? Je pense que leur rêve, eux, c'est de pouvoir donner à manger à leurs enfants, Bien de sûr. pouvoir avoir accès à l'eau. Et voilà, en fait, je pense que ça serait un de mes Quelque chose qui est normal objectifs, pour nous. qu'ils aient une vie à peu près normale. Pour la marque elle-même, maintenant qu'elle a fait ses preuves dans un des pays les plus compliqués à satisfaire, qui est le Japon, j'aimerais bien l'amener ailleurs. Alors oui, bon, je déménage en Chine, mais ça peut être la Chine, ça peut être l'Australie, ça peut être la Corée du Sud. Enfin, il y a énormément de pays. Donc oui, l'amener ailleurs, faire connaître les tribus Wayuu, faire connaître leur artisanat, faire connaître, je pense aussi, la Colombie avec une autre image que celle qu'on a parfois l'habitude de voir, qui est plutôt très violente. C'est important. Donc ça, je pense que ça serait un joli next step, pour la marque. Ok. Quel est ton secret de ton sourire, de ton bonheur? Le secret de mon bonheur, un optimisme sans faille. C'est vrai? Je suis extrêmement optimiste. Je verrai toujours la moitié de la bouteille pleine. Toujours. Oui. Et comment tu fais pour garder cet optimisme? Comment je fais? Écoute, je crois que c'est quelque chose d'assez naturel. Je lis pas mal de livres en fait de développement personnel. D'accord. Il y a un livre qui m'a beaucoup impressionné qui s'appelle Les accords Toltec. Les accords Toltec. Toltec, Ouais. d'accord. Et j'essaie de mettre en œuvre en fait ces accords Toltec tous les jours que Dieu veut. Et je pense que c'est une hygiène de vie en fait, d'essayer toujours effectivement de faire de son mieux. C'est un des accords Toltec, de toujours avoir une parole impeccable. Ça fait partie des accords Toltec. Et voilà, et différentes choses finalement qui permettent en fait d'avoir une vie positive au quotidien.
D'accord. Donc c'est quelque chose, c'est un peu une habitude de vie que tu t'es créée. Absolument. D'accord. Ça fait beaucoup rire ma famille d'ailleurs. C'est vrai. Ça y est, elle nous sort son accord. Et est-ce que tu essaies d'en parler aussi à tes enfants? Est-ce que Ah, tu... bien sûr. Bien D'accord. sûr. Ouais, les accords Toltec, je pense que c'est. Je te le passerai. D'accord. Ouais, c'est une base de vie, quoi. Et est-ce qu'ils sont tous d'accord? Ils l'adaptent à leur Ça vie les fait ou pas? beaucoup rire pour l'instant. Ils sont jeunes, mais ça viendra. Ça viendra. Quels sont pour toi les 3 mots les plus importants pour réaliser son rêve? Optimisme, Optimisme, confiance, confiance, challenge. challenge. Super. Parce qu'il y en a. Hein. Je pense que il y a, on en mange hein, quand même. C'est pas facile. L'entrepreneuriat, Non, je pense que c'est vrai. C'est pas un rêve et je pense que c'est important de le dire. Faut aimer quand même se retrouver avec les mains dans le cambouis, avoir des soucis. Enfin, c'est ça. C'est quand même ça. C'est énormément de responsabilités, seul. Et il faut aimer ça. Hein. Mais c'est important, ouais. C'est important. C'est la réalité, quoi. Mais est-ce que toi qui as travaillé aussi en entreprise et donc en entrepreneuriat aujourd'hui, lequel tu préfères? L'entrepreneuriat. Pourquoi? Il y a un côté en fait où tu es maître finalement de ce que tu fais, d'où tu mènes ta marque. Je vais donner des exemples dans des sociétés où j'ai travaillé avant. Finalement, on me demandait de faire des choses où je n'étais pas d'accord. Bien sûr. Mais parce qu'effectivement, j'avais un salaire, je les faisais. Je n'ai plus cette obligation. Et je fais les choses que tu veux. Parce que je considère qu'elles sont bien et que ce sont des choses correctes. Et donc, si je considère que ce n'est pas bien et ce n'est pas correct, je ne le fais pas. Et quand tu pèses, en fait, je veux dire, tu as une sorte de, quand tu es en entrepreneuriat, tu as une sorte de liberté, de confiance de ce que toi tu peux faire, mais d'une autre part, tu n'as pas l'assurance du salaire. Et quand tu pèses le pour et le contre, tu choisirais quand même l'entrepreneuriat. Oui. Pourquoi? Alors attention, aujourd'hui la marque est assez jeune, donc je ne te dirais pas que j'arrive au niveau de salaire que j'avais. Maintenant, est-ce que j'en ai besoin? Pas forcément. Je pense que tu as d'autres sources de joie et de satisfaction quand tu es entrepreneur et que finalement tu te rends compte que pour être heureux, tu n'as pas forcément besoin d'avoir énormément d'argent. Ça aide, ça c'est sûr. Bien sûr. Mais ce n'est pas forcément l'essentiel. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être ancré en toi. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin, qui ont besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Bon, c'est une autre façon de penser qui n'est plus forcément la mienne. D'accord. Ok. Et est-ce que tu penses qu'avoir créé cette Aluna, t'as un peu remis en question ta vie? Ah oui, bon, énormément. Énormément. Dans beaucoup sur les rapports humains, sur le rapport au temps. Attention, je travaille avec des gens qui ont le temps. Et je travaille avec des gens qui, s'ils ne les ont pas à manger, bah, c'est pas grave. Ils mangeront le lendemain. On n'est pas du tout sur les mêmes problématiques. Et ça te remet pas mal de choses en place, effectivement. Okay, so let's have a quick trailer before we go to the conclusion. And we're back with Adriana with a very nice message to end this amazing interview. Donc, pour terminer cette interview, quel est le message que tu as envie, à travers, que ce soit ta marque, l'entrepreneuriat, le message que tu as envie de transmettre à nos téléspectateurs qui ont envie de, par exemple, soit monter quelque chose ou alors ils ont déjà leur marque, mais ils ont envie de la développer. Mais parfois, on perd tous un peu de confiance. On est, je veux dire, dans un moment de crise aussi dans le monde entier. Et c'est normal, effectivement. Mais quel est un conseil que tu leur donnerais pour un peu se rebooster
Oui. et qui continuent sur le trajet qu'ils ont envie d'avoir dans la vie. Keep faith, je dirais. C'est vrai que c'est pas évident. On passe un moment qui est un peu compliqué avec cette pandémie, mais il faut garder l'espoir, il faut s'accrocher. Il faut aider les autres, je pense aussi. Je pense qu'on est dans les autres et s'entraidant les uns des autres et créant cette chaîne de confiance, on se sent beaucoup mieux. Il y aura des moments meilleurs et peut-être que finalement le meilleur moment est juste au coin de la rue. Et donc il faut pas désespérer. Voilà, il faut s'accrocher, continuer et vivre de ses rêves. Super. On vous rappelle donc que c'est le moment d'annoncer la question pour gagner 20% sur le sac de votre choix. Et donc, quelle est la question, Adriana? Alors, est-ce que vous vous souvenez quelles sont les tribus qui travaillent avec nous et qui font ces superbes sacs? Donc, le nom? Le nom de la tribu. Le nom de la tribu. Donc, pour la personne qui a réussi à écouter, à connaître le nom de la tribu, elle va recevoir, une personne sera tirée au sort, une personne sera choisie pour vous offrir 20% sur un sac de votre choix, si vous souhaitez. Voilà. Donc encore merci beaucoup Adriana. Merci à toi, c'est Clara. super chaud. Bon voyage à toi. Merci. Et puis bonne continuation. Et puis ce sera avec plaisir qu'on continuera à adorer et découvrir les nouvelles collections de ces sacs au Japon. Absolument. Et j'espère dans le monde entier. Oui. Ok. On espère. Super. Merci Clara. Merci à toi. Merci beaucoup. Thank you so much for following and see you soon on City of Confidence TV. Merci beaucoup. On était avec Adriana Archambault. À bientôt.